on va parler de Rockwell Automation. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé lorsque j'ai fait la vidéo sur la robotique. Je vous invite à regarder la vidéo, et si vous ne l'avez pas déjà vue. Donc, je me suis intéressé un petit peu aux entreprises qui étaient dans le secteur de la robotique. Et donc, j'avais déjà du Keyence, du Fanuc, j'avais déjà Intuitive Surgical en watchlist. Par ailleurs, si vous avez été bluffé par Boston Dynamics, l'actionnaire principal de cette entreprise, c'est Hyundai Motor. Donc si vous voulez vous y exposer, il faut étudier Hyundai. Voilà. Et donc je suis tombé sur Rockwell Automation et j'ai regardé les chiffres sur Zone Bourse. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'était plutôt pas mal. J'ai été idiot dans ma démarche. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Parce que j'ai pris une ligne tout de suite, direct. Et les chiffres que je voyais me plaisaient bien. How dare you! J'étais déjà tellement dans le mood. La robotique c'est trop bien, c'est un super secteur, que je me suis créé mon propre FOMO. Oh non! J'aurais pu tomber sur une grosse bouse, hein, une entreprise toute pourrite. Alors heureusement, c'est pas le cas. Ah! Et je vais vous le montrer en vous présentant Rockwell Automation. Donc Rockwell Automation, c'est une entreprise américaine spécialisée dans les solutions d'automatisation et d'information industrielle. Elle est le leader mondial du marché avec un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en 2023. Rockwell Automation a été fondée en 1903 sous le nom de Rockwell Manufacturing Company. Elle a été créée par John Rockwell, un ingénieur et entrepreneur américain. Au début, l'entreprise fabriquait des machines agricoles et des moteurs électriques. En 1920, Rockwell Manufacturing a acquis Allen Bradley Company, un autre fabricant de machines industrielles. Mais cette acquisition a permis à Rockwell de se diversifier dans le domaine de l'automatisation industrielle. Et en 1969, Rockwell Manufacturing Company a fusionné avec Standard Oil of Indiana pour former Rockwell International. Cette fusion a permis à Rockwell de se développer dans de nombreux domaines tels que l'aérospatiale et la défense. En 1996, Rockwell International a été scindé en deux sociétés, Rockwell Automation, Rockwell Collins. Rockwell Automation a conservé le secteur de l'automatisation industrielle, tandis que Collins a conservé le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Donc Rockwell Automation fournit des solutions d'automatisation et d'information industrielle à des clients du monde entier. Ces produits et services sont utilisés dans une grande variété d'industries, notamment l'automobile, la fabrication, la pétrochimie, la distribution et l'énergie. Les principales solutions d'automatisation de Rockwell Automation comprennent les systèmes de contrôle, c'est des systèmes qui contrôlent les machines et les process industriels. Logiciels d'automatisation, c'est des logiciels qui permettent de programmer et de gérer les systèmes d'automatisation. Les capteurs et les actionneurs, ces composants collectent et transmettent des données au système d'automatisation. Les principales solutions d'information pour Rockwell comprennent donc la gestion de la production, c'est des systèmes qui collectent et analysent les données de production. On a les systèmes qui gèrent les flux de marchandises dans les entrepôts. Et on a ensuite les systèmes qui gèrent les flux de marchandises et d'informations entre les fournisseurs, les fabricants et les clients. L'entreprise a une longue histoire d'innovation et de leadership dans le domaine de l'automatisation. Voici 3 anecdotes qui illustrent cette tradition. Donc en 1969, Rockwell Automation a fourni l'ordinateur de bord Apollo Guidance Computer, qui a permis aux astronautes d'Apollo 11 d'atterrir sur la Lune. Cet ordinateur était un système de contrôle complexe qui nécessitait une précision et une fiabilité exceptionnelles. Rockwell Automation a travaillé en étroite collaboration avec la NASA pour développer cet ordinateur, qui a joué un rôle essentiel dans la réussite de la mission Apollo 11. En 1985, Rockwell Automation a développé le premier automate programmable PLC, un microprocesseur. Ce PLC a révolutionné l'industrie de l'automatisation en rendant l'automatisation plus accessible et plus abordable. Donc les PLC sont désormais utilisés dans une grande variété d'applications industrielles, notamment l'automobile, la fabrication et la pétrochimie. Rockwell Automation a annoncé un investissement d'1 milliard de dollars dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Cet investissement vise à développer de nouvelles solutions d'automatisation intelligentes qui permettront aux entreprises d'améliorer leur productivité et leur efficacité. Comme vous l'avez vu, c'est une entreprise qui a une histoire qui est riche. C'est une entreprise au passage qui a 120 ans et qui par conséquent a survécu au siècle passé. Donc c'est déjà énorme. C'est une entreprise qui a fait 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui a un chiffre d'affaires qui est essentiellement basé sur l'Amérique du Nord, presque 60%, et ensuite un petit peu Europe, Moyen-Orient, Afrique,
une partie sur l'Asie-Pacifique et très peu sur l'Amérique latine. Au niveau industrie, donc on a la partie discrétionnaire, la partie process, la partie hybride. Donc c'est plutôt bien réparti au niveau de ces segments. On a son cœur de métier, les Intelligent Devices. Alors, désolé, mon accent anglais est tout pourri, je sais. Les Life Cycle Services, donc qui représentent 2,1 milliards de dollars. Et le Software and Control, 2,9 milliards de dollars. Donc une entreprise qui est présente dans plus de 100 pays, qui emploie 29 000 employés, dont la moitié hors des États-Unis. Alors, ça c'est super rigolo, je pense que je ferai le titre de la vidéo sur cette anecdote. On a une belle courbe comparée à la courbe du SP500. Donc si vous avez pris du Rockwell Automation en 2008, sachez que vous avez défoncé le SP500. Ça valait le coup de le savoir. Je vous fais un petit encart sur le PDG de Rockwell parce que Blake Moret, c'est le CEO depuis 2016 de Rockwell, il est entré chez Rockwell Automation en 1985 en tant que stagiaire. Donc le mec, il rentre en 1985 en tant que stagiaire et il finit PDG. L'histoire, c'est quand même complètement folle. Même plutôt sacrément belle d'ailleurs. Et après, il a travaillé dans différents domaines. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il est parti à l'international aussi. Donc il est parti en Europe. Il est parti aussi au Canada. Ils appellent l'international le Canada, mais bon, ça c'est rigolo. Il a donc gravi tous les échelons. C'est vraiment le motherfucking American Dream. Le mec qui rentre stagiaire dans une boîte, il devient PDG de cette boîte 31 ans plus tard. Ça veut dire que depuis 38 ans, il est au sein de Rockwell. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a attiré mon attention. Moi, ce qui m'a frappé en regardant les webcasts, c'est qu'il connaît son entreprise sur le bout des doigts. À chaque fois, il y a une question. Lors du question-réponse investisseur, il a quelque chose à dire. Il a des réponses sur des questions techniques, financières. Quelles que soient les questions, il va toujours avoir quelque chose à dire. Un peu comme le professeur Rollin. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Pour ceux qui ont la ref. Il y a Xavier Delmas qui utilise souvent l'expression « skin in the game ». Je pense que pour Blake Moret, Rockwell Automation, c'est pas juste un poste dans une entreprise lambda, dont on est CEO pour 2, 3, 4, 5 ans. Le type, ça fait depuis 1985 qu'il est dans cette boîte. Il a gravi tous les échelons. Il connaît la boîte par cœur. Et on va voir que depuis 2016, il fait plutôt du très bon boulot. On parle souvent peu du management dans les analyses d'entreprise. Force et honneur. J'essaye de le faire un petit peu. Par exemple, pour Alibaba, on a parlé de Joe Tsai, de Eddie Wu, de Daniel Zhang, un petit peu de Jack Ma. Donc là, pour le coup, Blake Moret, il m'a vraiment positivement impressionné. The creation of digital twins, the use of Emulate 3D, and we see a lot of the big brand owners using Emulate 3D to simulate the throughput on these lines. So some of it is just a function that they're newer plants that are being built, and so there's more of an opportunity to take advantage of recent technology. Anything to add? Okay. All right, sounds good. Yep. Vraiment, il a un parcours super cool. Voilà. En plus, on parlait de 2016, donc à partir de sa prise de pouvoir en tant que CEO en 2016, on était à 5,9 milliards de ventes. Voilà ce qu'ils nous ont montré en 2019 en disant, voilà, nous on part de 2016 jusqu'en 2019 et jusqu'en 2023. On a un plan. 3 ans après 2016, ils ont dit, ok, notre plan, c'est d'arriver à 9 milliards de dollars de ventes. Et voici notre plan pour arriver à ces 9 milliards de dollars de ventes, d'avoir un ROIC de 20%, d'être discipliné sur l'endettement, d'avoir des free cash flow convertis à 100%, d'avoir un rapport de flux de trésorerie disponible sur la valeur de l'actif économique supérieur par rapport au WACC, plus le risque premium, un earning per share growth supérieur à la croissance des ventes, un 30-35% earning conversion mid-single digit organic growth, encore une fois, désolé pour l'accent. Donc voilà ce qu'ils ont livré en 2023. Moi j'aime bien ce genre de slide, parce qu'ils te disent, ok, on est parti de là en 2019, et on t'a dit ça, on fait ça, et là ils te montrent, ok, on a fait ça, on a fait ça. Là on n'est pas à 100%, de mémoire ils sont plutôt à 86%. Et 9 milliards de ventes. Ils annoncent ce qu'ils veulent faire, ils déploient ce qu'ils veulent faire, ils exécutent ce qu'ils veulent faire, et ils te montrent qu'ils l'ont fait. Donc l'année 2023, ils ont une croissance de 16,7%. Ils ont réussi à augmenter leur marge, ils ont réussi à avoir un ROIC qui gagne 5%, des free cash flow qui ont quasiment doublé en un an. Earning per share qui gagne 28%. Voilà, ils ont vraiment une année 2023, c'est juste énorme.
rien à dire. Donc la marge qu'ils ont réussi à déployer sur les Intelligent Devices, 21%. Sur le Software and Control, 33,5%. Et sur le Cycle Service, donc là c'est vraiment la déception, 8,4% de marge. Donc c'est plutôt faible, hein. Ils l'expliquent par leur problème avec Sensia. Sensia, c'est une joint venture avec Schlumberger. Et donc dans la question-réponse d'ailleurs du Q4, il y avait une question par rapport à ça. Donc je cite, mise au défi par la pandémie, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, cette entreprise commune a sous-performé par rapport à nos attentes initiales entre 2020 et 2023. Cette année, Sensia a enregistré une croissance à 2 chiffres dans le budget 2023. Et il y a eu une forte croissance des commandes, comme l'a mentionné Blake. À l'avenir, nous nous attendrons à une croissance rentable à 2 chiffres de la part de Sensia. Donc voilà, ils espèrent que Sensia leur amène de la croissance sur les années à venir. On va voir au fur et à mesure des futures publications, est-ce que cet objectif-là sera tenu. Donc quels sont les objectifs stratégiques pour l'année 2024 et les années à venir? Alors c'est là que Rockwell a déçu. Ils étaient plutôt pessimistes sur ce qui allait arriver. Donc du coup, ils ont proposé une croissance annuelle sur le cycle à venir de 6 à 9%. C'est quand même plutôt faible, hein. Une croissance organique de 5 à 8%. Donc, voici un petit peu le transcript de la présentation du Q4. Passons en revue nos perspectives d'exercice 2024. Conformément à ce que nous avions partagé avec vous lors du Q3, les commandes ont continué de diminuer au cours de l'exercice 2023, pour atteindre ce que nous croyons être un creux au 4e trimestre. Les commandes pour l'ensemble de l'année ont été de 8,2 milliards de dollars et nous nous attendons à ce que les commandes de l'exercice budgétaire augmentent d'une croissance à un seul chiffre. La croissance des commandes devrait être la plus élevée dans les Amériques. Les croissances en Asie devraient être en baisse d'une année sur l'autre, notamment à cause de la Chine, mais toutefois, une exposition relativement faible à la Chine contribue à réduire l'impact sur nos résultats. Nous nous attendons à ce que les commandes commencent à se redresser en Q1 et à construire en Q2. Ils ont d'ores et déjà des perspectives d'augmentation de commandes sur les années à venir. Donc au niveau du question-réponse, on a un des intervenants qui a posé la question suivante. Pour se concentrer sur vos directions, sur une croissance à faible taux, à un seul chiffre sur l'année 2024, et sur le fait que vous soyez dans un creux au niveau des commandes sur le 4e trimestre, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'explications sur ce qui vous donne cette confiance? Donc Blake Moret répond, en termes de développement des commandes, nous avons vu les commandes augmenter tout au long du 4e trimestre, puis nous avons vu les ordres d'octobre augmenter. Cela soutenait notre point de vue selon lequel notre 4e trimestre était à l'augmentation. Nous nous attendons à ce que les ordres continuent à se redresser et donc à ce que les commandes continuent à augmenter tout au long du 1er trimestre jusqu'au Q3. C'est basé sur ce que nous voyons par rapport aux discussions qu'on a avec nos utilisateurs finaux, par rapport aux constructeurs de machines, qui aussi ont la plus grande contribution à notre chiffre d'affaires. Nous sommes allés faire une analyse détaillée de leurs attentes au niveau CAPEX et OPEX, et aussi sur les projets sur lesquels nous avons des opportunités. Cela couplé à nos propres opinions, et au fait que les distributeurs confirment que la courbe de récupération au niveau des commandes est en cours d'inflexion. En ce qui concerne les méga projets, ils ne savent pas en quoi cela va contribuer à l'augmentation de leurs commandes. Je recite, je pense que cela sera positif, ça se construira tout au long de l'exercice 2024. La majorité des projets que nous suivons, nous en suivons littéralement une centaine qui sont pour certaines stimulés, subventionnés. Nous pensons que nous sommes encore au début de tout ce qui concerne tous ces méga projets. Ils ont eu une présentation plutôt pessimiste sur la croissance future, mais ils voient déjà qu'il y a une inflexion au niveau de la commande, au niveau des commandes. Ça reste quand même assez mitigé. Donc on a un plan bien sûr qui fait un peu moins rêver que ce qu'on a pu voir par ailleurs, mais qui reste très solide, très réaliste. Et au final, moi je préfère une entreprise qui va aller voir ses distributeurs, qui va faire des projections qui sont réalistes. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Et qui va nous donner des informations qui sont fiables, plutôt que de nous faire la surprise au Q1 en mode « Surprise, finalement c'est plus 12% de croissance, c'est que 8 !» Suivez mon regard, Worldline. Bon, par exemple. Voilà, donc c'est le premier pure player de l'automatisation, avec des marques comme Allen Bradley, leur marque phare, Factory Talk, qui est leur plateforme informatique qui permet de travailler sur tout type d'industrie, et aussi Multisite. Donc le côté life cycle, on en a parlé avec Sensia. Donc voilà, c'est une entreprise qui est capable d'intervenir sur tout type de secteur et de production industrielle. Et sur des secteurs qui ont le vent en poupe, comme les véhicules électriques, les batteries, les semi-conducteurs, le e-commerce, les parties un peu plus défensives comme les pneus, la pharma, l'alimentaire. Mais aussi la green industry,
Quant à nos investissements nécessaires, nous remboursons aussi notre dette climatique. Et nous... Mais encore des grosses industries lourdes à l'ancienne comme le minage et le oil and gas. Voilà, et notamment sur ces segments en 2024, on voit qu'après le Q4, on a été vraiment exceptionnel. Ce sont des performances qui sont très très bonnes sur tous les secteurs. Seul le e-commerce est un petit peu compliqué. Mais sur le reste, ils ont eu de très très belles performances. Alors, l'Amérique du Nord, leur premier marché, ils ont une croissance de 12% sur le Q4 et sur l'année, 10%. Donc ça veut dire que ça s'accélère. C'est pas mal sur l'Europe le Q4, mais ça ralentit. Asie-Pacifique, le Q4 augmente et une belle croissance. Donc, Asie-Pacifique, on a des performances qui sont plutôt convaincantes. L'Amérique latine, 24%. Là, vraiment, on a aussi une performance qui est à signaler sur l'Amérique latine, sachant que le reste du monde, donc, on a vraiment un potentiel qui est intéressant. Alors, leur politique de croissance externe, ça mérite qu'on s'y arrête. ClearPass, c'est le leader de l'AMR. On en parlera juste après, hein. Et l'acquisition s'est clôturée en octobre 2023. Elle sera effective sur l'année prochaine. Ils espèrent que ça va vraiment leur créer de la croissance, ça va leur donner, comment dire, par rapport à leur portfolio de solutions, ça va rajouter une offre complémentaire à leur portfolio de solutions. Verve est aussi une acquisition dans la cybersécurité, donc ça c'est vraiment aussi hyper important. Je pense que les AMR et la cybersécurité, là ils ont vraiment tapé dans le mille pour 2024. Pour le reste, effectivement, on a de la croissance externe. Et pour rentrer sur l'Europe et l'Asie, avec tous les achats que vous voyez en orange, les achats bleu ciel, ça c'est Information Solution. Donc ça c'est vraiment la partie sur laquelle l'entreprise marche le plus. Donc forcément, ils mettent le poids du corps là-dessus. Et c'est plutôt bon de ce point de vue-là. Qu'avec leur nouvelle priorité, c'est aller chercher du revenu récurrent, s'étendre en Europe et en Asie, aller chercher du très spécifique. En parlant de très spécifique, ClearPass Robotique, c'est un des leaders sur les AMR, les robots autonomes pour une application industrielle. Donc, vous avez ces petits trucs mobiles qui vont permettre de déplacer des biens de façon complètement autonome. ClearPass, ça va tout de suite amener du chiffre d'affaires. Et surtout, ils sont sur un marché du robot mobile industriel sur lequel ils prévoient une croissance de 30% par an pour les 5 prochaines années. Donc à 6,2 milliards d'ici à 2027. Bien sûr, ça s'intègre très très bien dans leur façon de travailler. Si vous prenez une chaîne de production, leurs solutions sont complètement transversales sur la production. Les AMR seront de partout, parce que forcément, les besoins de transport, de fourniture, de pièces de marchandises en palette, dans une ligne de production, bah c'est énorme, hein. C'est central en plus. Donc, emmener les choses au bon endroit, au bon moment, à moindre coût, dans de bonnes conditions de sécurité. L'objectif, c'est d'avoir toujours plus d'automatisation et une palette d'offres de plus en plus large. La cybersécurité. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec l'acquisition de Verve. Alors, pour moi, c'est un axe central. Parce que, par exemple, vous avez l'actualité récente. Je ne sais pas si vous avez entendu, là, ce piratage d'une grosse banque chinoise. Les mecs, ils ont été obligés d'envoyer des coursiers avec des clés USB. Je ne sais pas combien ils ont payé de rançon, mais à mon avis, c'était énorme. On a eu des hôpitaux en France qui se sont fait pirater. Bref, c'est une vraie menace, hein, ça touche tout le monde, pas d'état d'âme. Je pense que sur les années à venir, ça va être central. Et notamment avec la digitalisation à outrance, les data centers, l'intelligence artificielle, on arrive sur des moments où la cybersécurité, ça va devenir un enjeu majeur sur les 10-15 prochaines années. Donc ROK, il bosse avec CrowdStrike, Clarity Limited, Dragos, Cisco et Microsoft. Petite parenthèse, CrowdStrike, jetez-y un coup d'œil, au niveau boursier, c'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment le top du top en termes de partenaires au niveau sécurité. Et donc, au niveau de Rockwell, ils ont le côté OT. Donc ça, c'est la partie industrielle. La partie IT, donc on en a parlé, hein, les autres prestataires. Donc les deux doivent travailler de concert, en symbiose. On rajoute Verve sur le dessus. Verve, ça permet de la visibilité en temps réel sur tous les sites industriels à partir d'une seule plateforme. Et donc ce cocktail, ça va leur permettre de créer le leader industriel de la cybersécurité. Eux, ils l'ont identifié comme un point central. Et effectivement, de mon point de vue, ça va leur permettre de gagner du chiffre d'affaires et d'avoir une offre qui sera complètement cohérente dans le futur. La cybersécurité, c'est garantir ses revenus. Garantir ses revenus, c'est aussi protéger ses sites, protéger des capacités de production, se protéger par rapport à l'espionnage industriel, etc., etc. Les clés de croissance pour ROK, donc les batteries électriques et les véhicules électriques. Donc ROK fait partie des entreprises qui ont été précurseurs au niveau de la mise en place de solutions industrielles pour les batteries, pour les véhicules électriques. Et là, le gouvernement américain, il investit énormément. Au niveau des semi-conducteurs, bah pareil, le gouvernement américain, il est derrière. On est sur des drivers qui sont
très puissants. Donc les véhicules industriels, on en a parlé, la 5G, l'intelligence artificielle, tout ce qui est data center. Là, on est vraiment sur la vague du tsunami, de la méga tendance, de la mort qui tue, quoi. Et eux sont vraiment très très bien positionnés. On a aussi le food and beverage. Donc là, c'est bien parce qu'au final, c'est toujours ça, c'est défensif. Ça permet de garantir une croissance qui va être sympathique. Toujours dans les défensifs, on a Big Pharma, donc on a les Life Science, avec encore une fois de la croissance à prévoir sur les optimisations de la production. Et on a la transition énergétique, encore un gros morceau. Ça, c'est hyper important, hein. Encore un gros driver, notamment grâce à l'Inflation Reduction Act. Il y a 500 milliards de dollars qui ont été dépensés. Et petite parenthèse, les projets, les méga projets, les gigafactories, sont pour beaucoup implantés sur des États républicains. Donc les États républicains, ils vont pas dire oui, il y a des milliards de dollars pour des gigafactories qui vont être installées sur nos territoires, qui vont nous faire gagner de l'emploi, des impôts et donc de la prospérité. Ils vont pas se tirer une balle dans le pied en annulant cette loi. Un petit focus sur les opportunités en Asie. Pour la Chine, ils ont plutôt un côté juste consultatif, donc ils sont plutôt désengagés au niveau de la Chine. Pour le reste de l'Asie-Pacifique, donc leur objectif c'est de prendre des parts de marché avec des acquisitions. Ils ont une bonne présence en Corée. Au niveau des batteries. Ils ont une bonne présence sur le minage de lithium. Et grâce à Sensia, ils vont pouvoir gagner des parts de marché sur le oil and gas dans la région. Un gros focus sur l'Inde. L'Inde, on sait tous que c'est, en parlant de méga tendance, c'est un des futurs géants mondiaux. Et ça sera peut-être le futur géant mondial dans les 20-30 prochaines années. Sa croissance démographique, ils ont un système éducatif qui est très performant. Donc ils sont en train de se créer, ils vont se créer une classe moyenne qui sera très performante. Et beaucoup de capacité de production. Donc ça, c'est ce qui est excellent pour Rockwell, c'est que ça match très bien. Leur point d'expertise, par rapport aux besoins indiens, ça match très bien. Les véhicules électriques, les véhicules industriels, les sciences de la vie, l'oil and gas, le CPG, donc CPG c'est produits de consommation courante. Notamment par exemple Rockwell bosse très très bien avec Procter & Gamble. Ils veulent augmenter leur présence en Inde et je pense que c'est une bonne opportunité pour eux. Je pense que ça va être un des drivers de la croissance dans le futur. Le fait que eux se renforcent en Inde et se positionnent pour être là en pole position, c'est parfait. Donc parlons de la dette. La dette, c'est très important pour les entreprises. Bien sûr parce que elle doit être maîtrisée. Leur but, bien sûr, c'est de maintenir une note de A. Ils veulent toujours avoir 400 millions de cash. Ça, c'est leur objectif. Et une dette ajustée sur EBITDA x2. Ils se laissent quand même cette flexibilité d'augmenter leur effet de levier à 3,5 en cas d'acquisition stratégique. Donc voilà, s'ils trouvent une super opportunité de croissance, avec une acquisition hyper stratégique dans leur business, ils n'hésiteront pas à dégainer leur poudre sèche et à faire jouer les effets de levier. Donc moi je trouve que c'est bien parce que ça montre que c'est une entreprise qui a des ambitions et qui ne se ferme pas des portes. Alors, la guidance 2024, on en a discuté, on a une croissance qui est faible au niveau de leurs objectifs, mais ils souhaitent s'améliorer là où ils peuvent le faire. Ils savent très bien au vu des commandes qu'ils ne vont pas arriver beaucoup plus haut que 4 à 5%. En termes de vente, par contre, ils peuvent augmenter leur marge, ils peuvent augmenter les free cash flow, les free cash flow conversion. Eux, ils prévoient une croissance de plus de 15% des revenus récurrents. Les revenus récurrents, c'est ce qu'on aime. Et là, je vais paraphraser Blake Moretz. Eux, ils sont friands des revenus récurrents et puis ils veulent travailler sur ce sujet-là parce que ça leur permet de ne pas commencer chaque année à zéro. Ça leur permet de commencer chaque année avec déjà un chiffre d'affaires garanti. Alors, la partie valo de l'entreprise. Donc, on a une valorisation qui est quand même plutôt dans le vert actuellement. Elle n'est pas ultra décotée, mais c'est pas trop cher non plus. Si on se base sur le Piotrski Score, le Altman et le Benich, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo de l'Op Investissement sur le sujet. On voit que c'est magnifique. On a donc un 9 sur 9 au niveau du Piotrski Score. Le Altman est à 5,1. Et le Benich, plutôt bon. Donc on a des indicateurs qui sont tous très 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 bons. Selon Gurifocus. Je vous laisse regarder les chiffres. Alors, selon Zone Bourse, le ROE, il est complètement fou. Je pense que je vais mettre ce ROE sur la miniature. 44,1%. Un ROE, encore une fois, énormissime. Ah, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une boîte qui avait 60% de ROE. C'est Coloplast. Donc jetez-y un coup d'œil.
si ça vous intéresse. C'est une entreprise danoise. Les free cash flow, donc magnifique, hein, c'est une entreprise qui a une marge qui est entre 20 et 17%, donc très très bien. Le chiffre d'affaires en croissance, on l'a dit, hein, il va un petit peu se calmer au niveau de la croissance. Alors la valorisation grâce à la droite de régression Ibu. Donc déjà, on a une droite de régression qui a pas mal d'années de recul d'ailleurs. Je crois que la valeur même, elle a fêté ses 30 ans de cotation à New York il y a quelques années. On est à moins 1 écart type, donc ça veut dire qu'on est quand même plutôt sous-évalué. Là, on a une droite de régression qui a une pente historique à 16,4%, c'est vraiment très très bon. Des performances dividendes réinvestis à 22,8%, c'est énorme. Voilà, je pense que j'ai essayé d'être complet. Je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches au niveau de l'entreprise. Regardez les webcasts, lisez les rapports de résultats. Moi, j'ai trouvé une belle boîte, hein. Bien sûr, c'est mon propre avis. Je suis d'ailleurs très peu exposé aux États-Unis et donc j'avais cette volonté de l'être un petit peu plus. D'autant qu'actuellement, on a un taux de change qui est, ce mois-ci, sur la fin du mois, qui est plus intéressant pour acheter des actions américaines, vu que l'euro-dollar commence à être un tout petit peu plus en faveur de l'euro. Donc il faut en profiter. Si vous voulez acheter des actions américaines, s'il y a une concordance court taux de change, c'est intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la vidéo. Je vous laisse avec la vidéo bonus. À bientôt. And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that you used earlier this year. He is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who 我在北京